Candidats à vos marques, c'est à partir de demain vendredi que commence la réception des candidatures pour les élections législatives du 11 octobre. Zoom dans ce journal sur le dispositif de réception mis en place par la CENI et sur les conditions requises pour faire acte de candidature. La coordination nationale pour une transition réussie donne sa lecture de la situation politique nationale si elle salue le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO concernant le code électoral. Elle fustige en revanche la mise en accusation de l'ancien président et des membres de son gouvernement. Opération 1000 plantes par ministère et par institution. Le Premier ministère donne le ton sur le site de l'aéroport de Donsin. Ce sont des centaines de plantes qui ont été mises en terre. Les éleveurs de ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La troisième session du Conseil supérieur de la magistrature se tient aujourd'hui, une session consacrée au mouvement des magistrats et des auxiliaires de justice. Au menu également, l'intégration et la nomination de 30 nouveaux magistrats. Jacques Lamissa Tarpaga. La transparence et la confiance devront guider les membres du Conseil supérieur de la magistrature dans la nomination et l'affectation des magistrats. Et justement, cette troisième session du CSM est consacrée à ce sujet. Nous devons travailler à trouver des modalités de gestion des ressources humaines qui soient en phase avec une stratégie d'appréciation objective des défis et des besoins qui s'imposent aux juridictions selon leur contexte d'implantation. Autant de paramètres qui visent en premier lieu à réhabiliter la confiance entre la justice et les justiciables, à promouvoir les compétences des jeunes magistrats et auxiliaires de justice et à utiliser judicieusement l'expérience des doyens. Il faudra également instaurer des critères objectifs qui contribuent à bâtir la transparence et la confiance dans les propositions de nomination. De même, les motifs de refus et de recours devraient obéir à des principes clairement établis. En plus des anciens magistrats et auxiliaires de justice, 30 nouvelles compétences seront nommées et affectées. Un renfort qui va contribuer à améliorer le fonctionnement des juridictions, est convaincue la vice-présidente du Conseil supérieur de la magistrature. Candidats à vos marques, c'est à partir de demain vendredi que commence la réception des dossiers de candidature pour les élections législatives du 11 octobre à la Commission électorale nationale indépendante. L'on est sur le qui-vive pour un bon déroulement de l'opération. Zoom sur le dispositif mis en place et sur les conditions requises pour faire acte de candidature. C'est un reportage de Gérard Sommet et Adama Koulibaly. La Commission électorale nationale indépendante. Les agents commis à la réception des dossiers de candidature pour les élections législatives du 11 octobre prochain reçoivent les dernières consignes d'ouverture du dépôt. Le code électoral dans notre pays dispose que pour les élections législatives, les dossiers de candidature sont déposés 70 jours avant la date du scrutin. Qui peut faire acte de candidature? Il s'agit des partis et formations politiques et les regroupements d'indépendants. Les dossiers de candidature portent sur deux aspects. Le premier, relatif aux documents sur les partis politiques, formations politiques ou regroupements d'indépendants. Il s'agit de la déclaration de candidature, de l'attestation d'investiture, la quittance de paiement de caution, entre autres. Quant au second volet, il renseigne sur le candidat avec en prime une déclaration certifiant que celui-ci ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par la loi. Nous avons mis en place une commission de réception des dossiers de candidature qui est composée de 10 équipes et chaque équipe étant chapeautée par un commissaire de la CENI. Les candidats ont donc 9 jours à partir de ce 24 juillet, soit jusqu'au 1er août, pour manifester leur intention. La validation des candidatures, elle, devrait être effectuée le 8 août. La coordination nationale pour une transition réussie, presse, c'était ce matin, si elle salue le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO concernant le code électoral. Elle fustige en revanche la mise en accusation de l'ancien président et des membres de son gouvernement sur le dernier remaniement intervenu au sein du gouvernement de la transition. Ibrahim Nathalie Kaouré. C'est avec satisfaction que la coordination nationale pour une transition réussie a accueilli le verdict de la Haute Cour de justice de la CEDEAO sur la nouvelle loi électorale.
Mieux, elle exige que le coût de la procédure de jugement à Abuja soit prélevé sur les émoluments des députés du CNT et des membres du gouvernement. Sur la mise en accusation de l'ancien président Blaise Compaoré et de son dernier gouvernement, la CNTR estime que cette mise en accusation n'a pas respecté les procédures prévues dans la constitution burkinabé. Les crimes d'attentat à la constitution et de haute trahison ne sont pas encore mentionnés dans notre code pénal. Ensuite, le quorum requis des 4/5 des membres du CNT pour mettre en accusation le président de Faso n'a pas été atteint. Et que dire de l'amnistie, notamment de l'article 168 de la Constitution, qui n'a pas été levé. Et concernant le récent réaménagement ministériel, la CNTR s'étonne de la polémique que cela suscite au sein de l'opinion publique. Le président est libre de choisir ses ministres. Et pour la résolution de la crise récemment vécue, le président a estimé qu'il devrait se séparer du ministre Bari, un point, un trait. Pour Pascal Zaïda et ses camarades, à la suite de ce réaménagement, il faut réaliser un audit sur la gestion au ministère qui était dirigé par Denis Auguste Bari dans le but de découvrir d'éventuels malfaçons. Les premiers responsables de la Sonabel font le bilan de l'incendie qui a touché hier le siège de la structure à Ouagadougou. Grâce à la promptitude des soldats du feu, les dégâts ont été limités. Les documents comptables brûlés peuvent être reconstitués. Foi du directeur général, aucun impact non plus sur les capacités de production de la nationale de l'électricité. Maxime Zongo. Plus de peur que de mal, voilà ce qui ressort du bilan à chaud au lendemain du sinistre. Un bilan partiel que le directeur général de la nationale d'électricité a convié la presse ce matin pour des précisions sur les premières conclusions, et cela juste après une visite guidée des locaux. On peut rendre grâce à Dieu parce que les dégâts sont limités. On ne s'imaginait pas que c'était comme ça quand on regardait l'incendie hier. Aucune information de perdu, se réjouit le premier responsable de la Sonabel. Le dispositif mis en place permettant de retrouver l'essentiel au niveau du système décentralisé. Le bureau là où les documents ont brûlé, c'est un comptable du centre et du Kadiogo. Ces documents ont déjà des doubles dans ces directions régionales. Donc c'est pour dire que il nous suffit de récupérer ces doubles, on peut reconstituer ce qui a brûlé. Les machines de production toujours opérationnelles, les unités périphériques fonctionnelles, l'activité n'est affectée qu'au niveau de l'administration centrale. Dans tous les cas, précise le directeur général, les usagers peuvent se rendre en cas de nécessité au niveau des guichets périphériques de la capitale. Une équipe de la Sonabel, la gendarmerie nationale, des experts en incendie poursuivent, a-t-il précisé, les enquêtes afin de faire la lumière sur les origines du sinistre. Des difficultés également à la nationale de l'eau, cette fois à Bobo-Dioulasso. Depuis hier, certains quartiers de la ville de Sia connaissent une pénurie d'eau. C'est la conséquence d'une panne survenue sur les installations de l'ONEA à Nassau. Rien de bien grave, rassurent les premiers responsables de la société. La situation devrait revenir à la normale aujourd'hui même. Le point avec Karim Sissé. L'eau est devenue plus qu'une denrée rare dans plusieurs secteurs de la ville de Bobo-Dioulasso. La cause, une pièce de la station de pompage de Nassau est endommagée. Sur une manchette, on a constaté qu'il y avait une ancienne soudure qui était sur la manchette et on a constaté une fuite qui nous empêchait de poursuivre le pompage vers la ville. Une panne qui occasionne de nombreux dommages chez les consommateurs. Ici, au secteur 6 par exemple, cette bonne fontaine qui grouillait de monde est quasiment déserte. Cette femme qui fait du petit commerce ne sait plus à quel sein se vouer. Quand il n'y a pas l'eau là, on ne peut pas préparer, on ne peut pas faire la lessive. Depuis ce matin, nous, on n'a pas lavé. Mais la situation profite à certaines personnes, comme ce vendeur d'eau ambulant. 2500 par barrique sans la coupure. Mais à cause de coupure là, on va maintenant 3000 à cause de la coupure là. Puisqu'il faut courir certaines distances pour pouvoir gagner l'eau. Depuis ce mercredi, une équipe technique de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA est sur pied. Elle espère venir à bout de la panne dans les plus brefs délais.
de l'eau potable en quantité et pour tous. Cela commence par une bonne gestion des retenues d'eau et pour ce faire, l'agence de l'eau du Nakambé indique la voie à suivre. Elle vient d'élaborer un manuel de protection et de surveillance des barrages, mais avant sa publication, le document est soumis à l'appréciation des techniciens. Salif Belem, Amandine Lalsaga. Au Burkina Faso, on dénombre environ 1 million de barrages sur toute l'étendue du territoire national, dont plus de 500 dans l'espace de gestion du Nakambé. Dans ce bassin, les barrages soumis à une pression démographique sont insuffisamment entretenus, d'où leur dégradation. Pour une meilleure gouvernance de ces retenues d'eau, l'agence de l'eau du Nakambé vient d'élaborer un manuel d'entretien et de surveillance des barrages en terre. Un manuel soumis ici pour examen et validation. Nous avons réalisé des outils simples d'entretien que les acteurs locaux pourront utiliser pour entretenir les barrages et éviter qu'il y ait des dégâts plus importants qui nécessitent parfois des dépenses plus énormes. À savoir une inspection de routine, ça permet aux acteurs locaux une fois par mois en saison sèche ou 2 fois par mois en saison des pluies de constater de surveiller le barrage pour voir s'il n'y a pas éventuellement des dégâts. Ensuite, il y a une inspection particulière. Nous sommes en saison de pluie. S'il y a une forte pluie, il faut que les acteurs locaux aillent sur le terrain pour voir si, à la suite de cette grande pluie, il n'y a pas eu de dégâts sur l'ouvrage. Le manuel, une fois validé, va servir de référentiel en matière de gestion des retenues d'eau au Burkina Faso. Un document qui sera diffusé auprès des structures déconcentrées. Opération reboisement, la période est propice et c'est le premier ministère qui donne le ton. La primature a choisi le site de l'aéroport de Donsin. Ce sont des centaines d'arbres qui ont été plantés pour renforcer le couvert végétal. Cela marque également le lancement cette année de l'opération 1000 plantes par ministère et par institution. Abdoul Rasmane Zongo. La primature affûte de nouveau ses armes pour aller en guerre contre la déforestation, la désertification. Cette fois-ci, le des opérations est près de 2 hectares à Nyonyogo, sur le site de l'aéroport. Avec un arsenal de guerre composé de pioches, pelles, d'abats, machettes, entre autres, 1000 plantes dont des arbres fruitiers sont mis en terre en vue d'en faire un bosquet. C'est dans le arbre par ministère et par institution, et le message du Premier ministre ici représenté. Être une tradition. Les campagnes nationales de reforestation diverser le processus de dégradation continue des ressources naturelles. En choisissant pour mener la 5e édition de l'opération, mon institution voudrait, d'une part, accompagner les populations affectées par le projet de construction de l'aéroport de Donsin. Parole des populations bénéficiaires se réjouit du choix porté sur le site, les autorités locales avec, et promettent tous au bénéfice des générations futures un entretien utile des arbres, comme l'épousé Victor Hugo pour qui, heureux celui qui a planté un arbre avant de mourir. Et à présent, on les appelle couramment maladies tropicales négligées. Elles font cependant de gros dégâts au sein des populations, un impact comparable à celui du paludisme ou de la tuberculose. Un projet a été mis en route pour leur éradication en Afrique. Son plan de travail 2016 est en discussion à Ouagadougou. Adama Guiti, Yolande Lompo. Elles sévissent dans les pays en développement et gâchent la vie de plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Communément appelées maladies tropicales négligées, au nombre de 17, 5 d'entre elles font l'objet du présent atelier. Le Burkina Faso s'est investi dans la lutte contre ces maladies et pour appuyer son programme national, le projet Anti-Disease in Africa a été mis en œuvre. De nombreux résultats ont été engrangés ces dernières années, mais une extension de la période d'exécution du projet de 2016 à 2018 s'impose si le Burkina Faso veut atteindre les objectifs d'élimination des maladies tropicales négligées telles que recommandées par l'OMS. Les campagnes de traitement ont été arrêtées dans de nombreux districts. En ce qui concerne la filariose lymphatique, le trachome, même la schistosomiase. Mais il y a encore beaucoup de districts qui doivent être couverts. Donc ce sont les défis qui font que finalement, il nécessite une extension du financement pour les 3 ans à venir.
Ces hommes et femmes ont donc pour mission à cette rencontre de faire le bilan des actions déjà menées et d'adopter le plan de travail pour l'année fiscale 2016 en vue de son financement par l'USAID. Santé toujours, cela est connu, saison des pluies, saison du paludisme, la période est redoutée dans toutes les familles. Les plus vulnérables, ce sont les enfants et les femmes enceintes. C'est la première cause de consultation et de mortalité, constat dans la ville de Kaya. Yacouba Gamene, Bouma Ernest Nebier. Instar des autres localités du Burkina, Kaya connaît en cette période d'hivernage une recrudescence du paludisme. Ici, au centre médical du secteur 1 de Kaya, beaucoup de cas sont enregistrés par jour. Au niveau du secteur 1, on reçoit beaucoup de cas de paludisme. Et pour, par exemple, le mois de juin écoulé, sur 2100 cas de consultation, on avait plus de paludisme. En termes de paludisme, c'est 150 en 92, donc ce qui fait un total de 351. Pour une létalité de 0,5%, c'est-à-dire 9 décès. Les années passées jusqu'à actuellement, c'est le paludisme qui vient en première position. Hein. Voilà, en tout cas, ça constitue l'une des premières causes de mortalité au niveau de l'hôpital. Les personnes les plus touchées sont les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. La période de pic commence à partir du mois de juillet. La période de pic, c'est essentiellement les mois de juillet, août, septembre. Octobre, voilà. On est souvent obligé de faire appel à d'autres agents pour nous accompagner parce qu'on est vraiment débordé. Voilà. Il y a beaucoup de cas de consultation et de cas d'hospitalisation. Pour faire face à cette maladie transmise par les moustiques, les acteurs de la santé intensifient la lutte. Rendez-vous à la prochaine chronique pour en savoir davantage. Vous êtes un habitué de l'axe Dédougou-Tougan. Voici une nouvelle qui devrait vous intéresser. Les travaux de construction et de bitumage de la route est en bonne voie et cette fois semble la bonne. Après plusieurs tentatives, début des travaux au premier trimestre 2016, l'information a été donnée hier à Dédougou par le ministère des Infrastructures. Siriki Milogo, Nayalagdo Paul Sawadogo. Le calvaire des usagers de la route reliant Dédougou-Tougan est en passe d'être résolu. Son bitumage, financé par la Banque islamique de développement à hauteur de plus de 28 milliards 200 millions de francs CFA, est prévu pour démarrer au cours du premier trimestre 2016. Et c'est pour mettre au même niveau d'information les différents acteurs pour la réalisation de l'ouvrage que le ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports a initié la présente rencontre. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes au stade de la procédure de passation des marchés pour le recrutement effectivement des prestataires, c'est-à-dire l'entreprise et la mission de contrôle qui doivent être chargés de l'exécution des travaux. Et donc, nous allons lancer effectivement au cours de ce mois-là, d'ici la fin du mois, le dossier d'appel d'offres pour le recrutement de l'entreprise pour les travaux de Dédougou-Tougan. En plus de la route Dédougou-Tougan, une autre non moins importante a fait l'objet d'informations. C'est la route nationale numéro 21 d'Idir-Thomas-Tougan. D'un délai d'exécution de 18 mois, le début des travaux de construction et de bitumage de cet axe est prévu pour la fin du premier trimestre 2016. C'est un phénomène des plus inquiétants et qui prend de l'ampleur. Les enfants sur les sites d'orpaillage, comment venir à bout de ce problème? Une feuille de route est en cours de validation. Il est question de prévention, de retrait et de réinsertion. Nongba Kouda, Nathalie Sawadogo. Le ministère en charge de la justice et des droits humains veut se donner plus de moyens sûrs et efficaces pour lutter contre l'exploitation des enfants sur les sites d'orpaillage et de carrières artisanales au Burkina Faso. Pour y arriver, il entreprend d'élaborer et de valider une feuille de route consensuelle et opérationnelle qui va permettre le retrait des enfants sur les sites d'orpaillage et de lutter contre les violations de leurs droits. On ne retire pas avant d'avoir défini le type d'activité auquel il faut consacrer ces enfants qui étaient pris dans ces situations-là. La place n'a pas suffisamment d'écoles. Il faut trouver des activités qui puissent les encadrer. Il faut aussi en fait les suivre, les soigner, parce que beaucoup d'enfants... Feuille de route est conçue en collaboration avec d'autres ministères concernés. Elle couvre la période 2015-2019.
La feuille de route prévoit des activités d'interpellation. Une fois validée, elle sera soumise en Conseil des ministres pour adoption. La libre circulation des personnes et des biens dans l'espace de Yao en question, les recommandations du Forum régional citoyen sont sur la table. Le plan d'action de mise en œuvre également. Il est question à présent d'élaborer un programme de mise en œuvre pour le Burkina Faso. Alassane Zéo, Nathalie Sawadou. Les experts de la CEDEAO réunis à Ouagadougou réfléchissent pour que la libre circulation des personnes et des marchandises a abouti à l'adoption d'un plan d'action pour la... Donc l'intérêt, c'est pour que les barrières tarifaires, non tarifaires et toutes les entraves à la libre circulation des personnes et des biens puissent être éliminées. Ce plan d'action est une vision claire et précise à court, moyen et long terme des actions à mettre en œuvre pour atteindre enfin l'effectivité de la libre circulation des personnes et des marchandises. Nous avons échangé de manière approfondie. Nous allons travailler à mettre en place des actions pour sensibiliser et trouver les moyens possibles pour faire en sorte que les pays illicites sur ces marchandises-là puissent... Ce football à présent, mais loin des terrains, entre l'ASFA Yenenga et son entraîneur Jean-François Locento. Le divorce est bien. Sa démission a été annoncée. Responsable Yacouba Ouedraogo. Débuté le 1er novembre 2014 et prévu pour durer en principe la belle histoire d'amour footballistique, ou du moins le conte des fées entre l'ASFA Yenenga et Jean-François Locisto n'aura duré que 8 mois, 8 jours. Le 8 juillet 2015, Jean-François Locisto rend sa démission. À l'aide des mois de novembre, Locisto ne percevra plus rien. Le motif des dirigeants de l'ASFA pour non-paiement serait que je n'aurais pas vendu de joueurs à l'étranger au mois de janvier. Que j'ai un contrat de travail qui me lie au club et non comme agent de joueur. Et Maître Prosper Farama, avocat du technicien belge de Renchéry, disposition des termes du contrat à l'appui. L'article 2.6 dit effectivement que M. Jean-François Locisto, avec Easy Management, devrait faire émerger des jeunes joueurs pouvant accéder à l'équipe senior de l'ASFA Yenenga ou de pouvoir les transférer dans le cadre de l'académie qui devrait être mise sur place. Mais voilà une académie qui n'existe pas. L'inspection du travail a donc été saisie et voici ce que réclame l'ex-coach asphasien. D'abord, il y a les arriérés de salaire. Il touchait, selon le contrat, un salaire net de 2 300 000. Évidemment que l'ASFA paye l'intégralité restant due pour la suite du contrat. Il entend aussi exiger des dommages-intérêts au cas où en conciliation on ne s'entendrait pas. À cela pourrait s'ajouter des frais de réexpatriation. En cas d'échec de la tentative de conciliation devant l'inspection du travail, la suite se passera au tribunal de travail et Jean-François Locisto pourrait s'en sortir les poches pleines. Sport toujours avec cette fois la coupe du chef d'état-major général des armées en triathlon. 10 unités des corps militaires et paramilitaires sont sur la ligne de départ. La compétition a débuté hier par la redoutable épreuve des 8 km. Fabrice Nebier, Lassina Sawadogo. Il est 6 heures ce matin à Dédougou. Le général Pengoma Zagré donne les dernières consignes avant la première épreuve du triathlon 2015. 10 entités de corps militaires et paramilitaires, dont 100 athlètes de notre pays, sont au rendez-vous. Au menu, 8 km avec une charge de 10 kg et une Kalachnikov AK-44 en main. Une épreuve éprouvante. Dans ce premier axe, c'est Kombelem Sigri Ousmane de l'armée de terre qui franchit le premier, la ligne. D'autres ont dû passer par l'ambulance pour retrouver leurs esprits. La première fille est 44e et c'est Dibila Saoudatou des Hauts et Forêts. Vérification des poids avant la deuxième épreuve de la journée, le tir de précision. Chaque concurrent a droit à 10 balles pour atteindre sa cible et marquer le maximum de points possibles. De l'endurance et de la précision, 2 éléments clés dans une armée. Je les encourage à affermir leur vocation publique, œuvrer à accroître leurs aptitudes afin d'être toujours efficaces pour réussir les missions à eux confiées. Le lancer de grenade ce jeudi pour savoir quelle entité remportera la Coupe du chef d'État en triathlon pour cette année 2015. À présent, la revue de presse des quotidiens. Les journaux s'intéressent aujourd'hui à 3 sujets principaux. L'incendie du siège de la Sonabel, l'au revoir de Auguste Denise Bari et la présidentielle au Burundi. Aimé Solange Guigma.
L'incendie au siège de la Sonabel fait la une de la plupart des quotidiens de ce jeudi 23 juillet 2015. Quand un incendie court-circuite la Sonabel, annonce l'observateur Palga, pendant ce temps, aujourd'hui au Faso énumère les dégâts. Il n'y a pas de perte en vie humaine ni de blessés, mais des dégâts matériels importants, dont 6 à 9 bureaux. Alors que l'Express du Faso suppute sur les causes de cet incendie, qui sont, écrit-il, le sabotage et le court-circuit. Pour le soir, les responsables de la Sonabel s'en remettent à l'expertise de la gendarmerie nationale. La passation de charge du ministre Auguste Denis Bari a également intéressé les journaux de ce jour. Le pays nous fait savoir qu'il part avec un sentiment de fierté, celui du devoir accompli et surtout en paix avec sa conscience. Auguste Denis Bari estime avoir fait du bon boulot, nous rapporte aujourd'hui au Faso. Le quotidien note donc à ce sujet que les défis relevés par Bari restent l'organisation